Steve Wozniak, ce qui a créé quelque chose d'exceptionnel. Steve Jobs a vendu sa Volkswagen et Stefan Wozniak sa calculatrice HP pour financer une société qui révolutionnerait l'industrie informatique. Jobs se concentra sur la région de la baie de San Francisco pour trouver des acheteurs pour leur machine dont le prix était de 500 $ et qu'ils avaient nommé l'Apple I. L'Apple I était de grande taille et pas très pratique. Jobs a compris qu'ils avaient besoin d'un nouveau modèle d'ordinateur que n'importe qui pourrait utiliser. Wozniak a commencé à construire l'Apple II. La destinée d'Apple changea de façon radicale quand en automne 1976, un visiteur au garage de Wozniak a vu le prototype de l'ordinateur. Ce visiteur était Mike Macola, 32 ans, millionnaire. Il était si impressionné par Apple II qu'il a rejoint la société. Apple II a été mise en vente pour le grand public et le succès a été monumental. Mais en 1978, même avec la popularité d'Apple, l'utilisation de l'ordinateur n'était pas chose facile. Les seuls ordinateurs Apple, aussi bien que tous les premiers ordinateurs à usage personnel, n'avaient pas d'interface graphique et de souris. Ils avaient un système d'interface à commande linéaire, c'est-à-dire que l'on tape les instructions à l'ordinateur et elles apparaissent en texte sur l'écran. Un ordinateur simple à utiliser avait été inventé par un scientifique du nom de Doug Engelbart. Il a même fait une démonstration du prototype en 1968 à une conférence sur les ordinateurs à San Francisco. Avec un clavier et un instrument servant à sélectionner qu'il appelait la souris, Engelbart travaillait avec un ordinateur à une distance de 45 km lié par des micro-ondes. Et il a fait une démonstration de traitement de texte en hypertexte. Beaucoup de gens du public qui étaient présents sont rentrés chez eux pris d'inspiration. Mais un seul groupe allait accomplir la vision d'Engelbart. Ce groupe était situé au bas de la route de San Francisco, à Xerox Park. En 1970, Xerox dominait l'industrie de la photocopie, mais a envisagé que l'avenir se tournerait peut-être vers l'ordinateur. Un des cadres de Xerox, Robert Taylor, a travaillé avec une équipe pour changer l'image de l'ordinateur et la perception générale. Robert Taylor lui-même évoque ses souvenirs. Le président de Xerox à l'époque, Peter McCulloch, a donné un discours dans lequel il a dit que Xerox allait devenir l'architecture de l'information. Alors j'ai demandé à la personne en charge d'écrire le discours ce que cela voulait dire, parce que, ainsi que d'autres personnes, j'avais une idée de ce que cela devait être. Il m'a répondu qu'il ne savait vraiment pas, mais que c'était une expression plaisante. Alors je lui ai dit qu'on allait faire valider cette expression dans la pratique. Robert Taylor a engagé bon nombre des meilleurs scientifiques américains et leur a demandé de construire un ordinateur personnel facile à utiliser. Le résultat de cette recherche a donné Alto, qui incorporait de nombreuses innovations que nous avons l'habitude d'utiliser aujourd'hui dans les ordinateurs personnels sans même y penser. Toutes ces innovations avaient été développées à Xerox Park. Alto utilisait une souris, une interface graphique, un réseau incorporé et il imprimait sur une imprimante laser. Xerox était une grande et populaire compagnie de photocopie. Elle ne comprenait pas vraiment les ordinateurs, elle n'appréciait pas l'intelligence, l'originalité et l'énorme valeur commerciale du développement informatique à Xerox Park. Mais de son côté, Steve Jobs a compris tout cela. En 1979, Steve Jobs est allé visiter Xerox Park et a vu Alto. Il est revenu à Apple et a commencé immédiatement un projet qui deviendrait l'ordinateur Macintosh, le premier ordinateur personnel à trouver la popularité et similaire à ceux que nous avons aujourd'hui. Ce qui a rendu le Macintosh facile à utiliser, c'est son système opérateur et ses applications ou logiciels. Les logiciels dominaient de plus en plus les progrès faits en informatique. Bill Gates, le jeune président d'une compagnie de logiciels, Microsoft, a compris l'importance des logiciels pour l'avenir de l'ordinateur et a transformé ses aspirations en un vaste empire de logiciels qui l'a amené à être l'homme possédant la plus grande fortune mondiale. Le rêve d'une machine qui pouvait penser était passé d'un appareil mécanique à électronique, où les moindres renseignements codés qui le contrôlaient étaient aussi importants et même plus importants que l'appareil lui-même.
C'est peut-être la meilleure preuve qu'une machine à penser avait été créée et pouvait maintenant être placée sur nos bureaux. Bientôt, près de la moitié du monde du travail utiliserait des ordinateurs. En une décennie, on trouvait des microprocesseurs dans tous les domaines. Ils étaient incorporés dans les automobiles, les appareils électroniques, les instruments scientifiques pour en augmenter leur capacité et leur fonctionnement. Des fortunes énormes seraient faites grâce à des commerces qui n'auraient pas pu exister 10 ans auparavant. L'éducation serait à jamais transformée alors que l'accès à l'information serait transféré des universités et bibliothèques à notre bureau. Le monde serait de plus en plus abordable lorsque le système de communication générale deviendrait accessible à tous grâce à l'ordinateur. Même aujourd'hui, l'évolution d'une machine à penser n'est pas terminée. Les ordinateurs ont déjà changé notre manière de vivre et ils changeront la façon dont nous explorons notre monde et d'autres mondes au XXIe siècle. Ils nous emmènent dans des lointaines galaxies et nous mettront en liaison ici, sur Terre. Les ordinateurs continueront à être de plus en plus reliés entre eux. Leur taille diminuera, leur vitesse augmentera, leur prix sera de plus en plus abordable et les logiciels deviendront plus puissants. Des génies qui ne sont pas encore nés sauront modeler cette puissance pour créer de nouvelles merveilles d'ingéniosité qui restent inconcevables aujourd'hui.